Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous avoue qu'aujourd'hui, on a de la broue dans le toupet. Moi, je suis honnête, je dis toujours les choses comme ça arrive. Jusqu'il y a 2 minutes à peu près, on était en train encore de chambouler notre feuille de route. Des invités qui se rajoutent, qui s'enlèvent. C'est comme ça qu'on aime ça. Et savez-vous quoi? La radio en direct, c'est comme ça. Si on voulait faire de la radio pépère, on enregistrerait des émissions, comprends-tu? On pourrait corriger toutes les petites erreurs. Mais la radio en direct, c'est ça qui fait en sorte que juste avant de s'asseoir ici sur le siège, on ne sait pas ce qui peut arriver. Tout peut arriver. Bonjour, Cybèle Olivier. Bonjour, Sophie. Ça nous garde vivants, d'être pas trop sûr où on s'en va, puis qu'est-ce qui va se passer. On a le petit cœur qui bat vite. Finalement, il faut vous faire paraître que tout va bien, puis rien qui se passe. C'est tout sur des roulettes. Comme les canards. En apparence, au-dessus de l'eau, tout va bien, puis en dessous, on pédale comme des fous pour faire la meilleure des émissions pour vous qui nous écoutez et qui nous regardez. Et je pense que vous serez pas déçus parce qu'on va commencer cette émission en allant joindre en direct à Los Angeles quelqu'un que vous connaissez bien, qu'il est auteur, compositeur, interprète et en plus comédien et en plus champion de poker. Alors ça, si c'est pas assez d'indices, je sais pas ce que je pourrais vous dire pour que vous reconnaissiez Patrick Bruel. Bonjour Patrick. Bonjour Sophie, bonjour tout le monde. Bonjour Patrick, alors explique-nous pourquoi tu es en ce moment à Los Angeles et pourquoi on te parle aujourd'hui en direct de Los Angeles. Je suis venu ici pour constater les dégâts de cette tragédie qui a touché Los Angeles et plus particulièrement Pacific Palisades il y a quasiment un mois maintenant. Voilà. Et puis moi, je devais revenir pour voir un peu ce qui était advenu de ma maison, même si je savais qu'il y avait plus rien. Mais on avait besoin de le voir avec mes enfants, donc on est arrivé hier. On est allé sur le site, sur ce site de désolation, absolument. Il y a cette vision apocalyptique. Voilà, surtout une partie du village de Pacific et bon nombre de maisons entre Pacific et Malibu et Santa Monica qui ont littéralement disparu. C'est un espèce de on dirait un terrain de guerre. Voilà, on avait besoin d'être ensemble avec les enfants pour aller le voir, le constater, puis je pense faire le deuil de cette maison et de cette aventure importante. Ça fait 8 ans déjà. 8 ans, c'est la moitié de la vie quasiment de mes 2 enfants, enfin, en tout cas du plus jeune. Et puis c'est voilà, il y a aucune assurance qui couvre les souvenirs ou les moments d'émotion ou tout ce que ça a pu représenter. Ça, donc c'est un peu voilà. Alors évidemment, on se dit toujours qu'on n'est pas les plus à plaindre, qu'il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de pertes civiles, on a d'autres choses dans notre vie. On peut bien sûr se ressaisir et comparer à des gens qui ont tout perdu, pour certains qui ne sont même pas assurés et qui vivent un drame total, sans compter les victimes évidemment auxquelles on pense, et puis surtout aux pompiers qui ont fait un travail complètement dingue. Enfin voilà, c'est un long monologue, pardon. Non, mais il y a pas de souci, Patrick, parce que, écoute, ça fait plusieurs fois qu'on se parle en entrevue ou qu'on se parle hors micro, et honnêtement, c'est la première fois en je sais pas combien d'années depuis que je te connais, c'est la première fois que je te sens aussi ébranlé, et on comprend très bien le souci que tu as de dire, bon, évidemment, il n'y a pas eu de perte humaine dans ta famille. Tu reconnais bien sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie dans les incendies ravageurs de Los Angeles, et
le fait que toi t'aies perdu ta maison, c'est pas plus grave que si un citoyen lambda perdait sa maison. On n'est pas là. Par contre, il y a des souvenirs. Et ces souvenirs-là, face à un incendie, on est tous démunis, qu'on soit un comédien hyper connu comme toi ou qu'on soit monsieur et madame tout le monde. Là, cette douleur-là est pas moins grave pour toi parce que t'es quelqu'un de connu et qui a des moyens. Bien sûr, je comprends. Et puis c'est exactement ça, oui. C'est les premières choses auxquelles on pense, c'est pas évidemment une machine à laver qu'on va devoir remplacer. Non, on pense aux dessins d'enfants d'Oscar. Voilà, que c'est moi qui les avais. C'est une déchirure de savoir que ces dessins qu'il a fait quand il avait entre 5 et 7 ans, qui étaient absolument incroyables. Voilà, enfin ça, plus tout un tas de choses. Enfin, t'imagines bien, Sophie, ce que ça représente, ce que tout le monde imagine ce que ça représente d'avoir construit des... En fait, cette maison, je l'ai rendue de plus en plus accueillante. C'est-à-dire que moi, je venais avec des valises pleines et puis je repartais avec rien. Je l'ai nourrie pendant très longtemps pour en faire un refuge, un endroit dans lequel on était super bien. Après, maintenant, il y aura peut-être d'autres maisons, peut-être qu'on va reconstruire à l'endroit précis, je sais pas ce qui va se passer, mais on avait besoin de passer par ce voyage. Voilà, c'était important et voilà, les Américains, en tout cas ici, vont réagir très vite à essayer de redonner à Pacific Palisades et à Malibu son aspect. Donc ça va repartir, mais voilà, il y a des choses qui ne reviendront pas. Et voilà. Mais voilà. Mais c'est d'autant plus touchant, je trouve, que c'est pas tout le monde qui est au courant de ta situation familiale. Alors pour ceux qui sont pas au courant, j'essaie de l'expliquer, puis évidemment, te gêne pas pour me corriger si je me trompe. Donc tu as eu 2 enfants avec une femme exceptionnelle qui s'appelle Amanda Sters, avec qui tu es maintenant séparé, mais vous gardez d'excellents rapports. Vous avez 2 enfants, donc Oscar et Léon, et depuis maintenant plus de 8 ans, Oscar et Léon habitent la majorité du temps à Los Angeles. Donc, Amanda a sa propre maison. Toi, tu as une maison et quand tu vas à Los Angeles, c'est dans cette maison-là. Donc, c'est cette maison-là qui a brûlé. J'explique le contexte familial, Patrick, parce que beaucoup de gens qui nous écoutent vivent eux aussi avec des enfants en garde partagée. Et la maison où on voit nos enfants, c'est pas n'importe quelle maison, surtout quand on les voit à temps partiel. La maison où on élève nos enfants, c'est un nid. Il y a une valeur symbolique. C'est là qu'on se retrouve quand on est séparés. C'est pour ça que je trouve c'est important de raconter l'histoire de cette maison, parce que dans votre vie familiale, c'est bien plus que juste de la brique et du mortier. Oui, c'est une maison qui a beaucoup compté, parce que c'est vrai que les enfants se sont beaucoup construits sur ce déplacement à Los Angeles. C'était quand ils avaient eu 10 et 12 ans du coup. Maintenant, ils en ont 19 et 21. Mais c'est vrai que le fait qu'on s'entende si bien avec leur mère a toujours donné un équilibre extraordinaire à la relation et à leur développement. Donc Amanda a eu des maisons un peu différentes pendant ses 8 ans. Elle a changé 2-3 fois et là, elle venait d'avoir vraiment sa maison. Là, elle a une maison qui est formidable, qui est complètement de l'autre côté. Elle est à Hollywood, de l'autre côté, elle. Et quand les flammes ont commencé à s'approcher aussi d'Hollywood, là, je me suis dit, waouh, ça va faire beaucoup. Et finalement, grâce à Dieu, elle a été épargnée. Et voilà. Et donc, bien sûr que les enfants ont aussi cette possibilité-là, donc qui est très, très importante. Oui. Alors toi, mais ce que je disais, oui, vas-y. Ce qui est toujours un peu, qui est délicat, c'est qu'on met des années à se construire des racines. C'est bien dit. Quelqu'un comme moi qui quittait un pays quand j'étais tout petit, qui est donc entre guillemets un peu déraciné. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on trouve qu'on arrive à construire des racines, à construire un ancrage, comme j'ai pu le faire dans le sud de la France, ou comme j'avais vraiment fait là, c'est en ça que c'est un petit peu, peut-être un peu douloureux. Mais je comprends, mais c'est important. Et encore une fois, c'est pas
plus grave pour toi parce que t'es quelqu'un de connu, mais c'est pas moins grave pour toi parce que t'es quelqu'un de connu. Et en effet, ces déracinements qu'on vit, que toi tu as vécu à plusieurs reprises, en effet, ça fait en sorte que chacune des racines qu'on est capable de construire ou d'élaborer, elles deviennent d'autant plus importantes. Écoute, tu avais passé Noël, si je me trompe pas, en tout cas le temps des fêtes en Californie, tu étais revenu et en fait, les incendies de Los Angeles, tu les avais vécus à distance et tu avais partagé sur les médias sociaux, je m'en souviens très bien, sur des différents médias, des images absolument catastrophique. Donc, le fait pour toi de vivre ça à distance, ça devait être aussi assez particulier. Ça a été entre les deux parce que moi j'ai quitté LA le 5 janvier et ça a commencé le 6. En fait, j'avais l'impression d'être parti un jour trop tôt parce que j'aurais en effet peut-être préféré être là et encore, enfin être là, ne pas être loin. Mais je vivais ça à distance avec une impuissance, mais je pense pas que j'aurais eu plus de puissance si j'étais resté. Mais ça a déclenché un sentiment très particulier, cette histoire. J'ai eu, j'ai eu l'impression que peut-être pour la première fois, je me suis souvent senti fort. Et là, je me suis senti vulnérable. Voilà, peut-être ça nous ramène à la réalité, à la vulnérabilité qu'on a. Ça a joué parce que c'est vrai qu'on voit les maisons, on voit certaines maisons qui ont tenu, d'autres qui n'ont pas tenu. Après, les enquêtes, et il y en aura, et des comptes à rendre, il y en aura, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Voilà, je veux pas m'étendre là-dessus avec vous et embêter vos auditeurs, mais c'est vrai que il s'est passé des choses qui font que ça restera pas en l'état. Et ça a été, il y a eu beaucoup d'erreurs. Et on voit, on se dit tiens, la mienne aurait pu rester. Eh ben non, elle n'est pas restée. C'est-à-dire, et ça me ramène à une vulnérabilité qui parfois pouvait m'échapper. Ouais. Écoute, maintenant dans l'émission, j'ai la collaboration de Cybèle Olivier, qui est journaliste à La Recherche et qui nous transmet en direct les commentaires des auditeurs. Je trouve que c'est important de partager ça avec toi, Patrick, pour te donner l'occasion de réagir à ce que les gens à Cube disent comme réaction à tes propos. Donc, je vais laisser Cybèle te parler. Puis, donc, je trouve c'est important que tu puisses réagir et répondre aux gens. En fait, c'est les commentaires, si je résume un peu, les gens ont de la difficulté à entendre les personnes qui leur semblent bien nantis, qu'ils sont, se plaindre de ce genre de situation-là. Évidemment, c'est terrible pour tout le monde, mais ce qu'on ressent un peu, c'est la misère des riches. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, quand vous faites dire ça? Non, mais je peux tout à fait le comprendre. Mais en fait, moi, je me suis pas du tout plaint, je me suis pas du tout étendu là-dessus, en fait, je me suis pas tellement exprimé, c'est la première fois que je m'exprime parce que c'est Sophie, et parce que quand elle me le demande, je le fais, en fait, tout simplement. C'est ça. La vérité, c'est ma faute, mais moi, le jour où c'est arrivé, j'ai juste tellement eu de messages de gens qui étaient inquiets que finalement, je savais pas répondre à tout le monde, j'ai juste fait un tweet, un post sur Instagram, très laconique comme ça, où je rassurais un peu les gens, et je parlais pas spécialement de moi, mais je me suis jamais plaint publiquement. Aujourd'hui, je ne me plains pas. Aujourd'hui, j'exprime une douleur qui est, comme vous l'avez dit, qui peut être commune à tous les gens qui perdent quelque chose. Mais je fais pas, je me mets pas sur le même point que comme je vous le disais dès le début, que des gens qui ont à la fois tout perdu, des gens qui se retrouvent aujourd'hui sans assurance, qui n'avaient que ça pour vivre, et qui vont se retrouver dans des situations catastrophiques. Non, bien évidemment, j'ai conscience de ça, et puis je peux comprendre, qu'on prend peut-être beaucoup d'antennes ce matin pour parler de ça, pour parler de moi. Je comprends très très bien. Mais c'est de ma faute. Vraiment. Tu leur diras, Cybèle, c'est de la faute à Sophie, parce que j'ai très gentiment, Patrick a très gentiment accepté mon invitation. Mais justement, Patrick, je veux pas non plus qu'on parle que de ça. Moi, je te suis sur les médias sociaux et il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée, parce que il y a quelques jours de ça, on a souligné les 80 ans de la libération des camps de concentration, et tu as fait une entrevue avec une femme française exceptionnelle qui est
peut-être moins connue ici au Québec. Elle s'appelle Madame Kolinka, Ginette Kolinka. Tu l'as interviewée pour la télévision française. Elle a 100 ans. C'est une survivante des camps. D'ailleurs, elle était dans les camps en même temps que Simone Veil. Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire une entrevue avec elle et de la diffuser comme ça à la télévision française? C'était extrêmement émouvant. Cette femme qui vient donc de fêter il y a 2 jours, le 4 février, elle a fêté ses 100 ans. Elle a une lucidité et un à-propos qui en ferait rêver plus d'un. Le parcours de cette femme est incroyable, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a rencontré, mais surtout l'importance de sa mission, c'est-à-dire de raconter pour que les gens sachent et que ça ne se reproduise pas, entre guillemets. C'est un peu pour ça que, voilà, à l'époque, Steven Spielberg, après avoir fait la liste de Schindler, avait envoyé 300 journalistes GRI avec des caméras pour interviewer tous les survivants, pour avoir les témoignages qui sont aujourd'hui à Yad Vashem et qui sont conservés, parce qu'à un moment donné, il faudra entendre, il faudra pouvoir montrer et pouvoir prouver face au négationnisme et face à ce que l'histoire peut nous réserver. Oui. Et donc cette interview est parmi tant d'autres. Hein. C'est une dame qui a donné beaucoup d'interviews et d'entretiens très intéressants. Elle n'était pas la seule. Il y avait quelques survivantes qui ont donné des interviews ces derniers jours qui sont édifiants, qui sont importants. Mais ce qui est important surtout, ce sont des gens qui, en entendant ça, se disent mais on ne savait pas que c'était à ce point-là, ou on ne savait pas ceci, on ne savait pas cela, que ça a pu informer. Ouais, bien sûr, c'est ce rôle pédagogique sur lequel même dans l'interview, si vous avez l'occasion de le voir, à un moment donné, elle revient sur son importance, elle se demande si c'est important d'en parler, elle se demande elle si c'est important qu'elle en parle. Et on lui dit, mais évidemment. Et évidemment, vous vous rendez compte que là, il y a des jeunes, il y avait ce jour-là une jeune fille de 14 ans qui était là, et je dis, elle a besoin, elle, d'entendre ça et de vous entendre le dire. Et voilà, donc cette parole très importante dans une période où évidemment le devoir de mémoire fait défaut à beaucoup de gens. Donc je trouvais important de mettre la lumière là-dessus. Enfin, c'est la chaîne de télévision qui m'avait demandé, et j'étais très honoré de faire cette interview. Et c'est très important, et je vais terminer là-dessus, Patrick, c'est que c'est très important en ce moment, justement, de parler de ces choses-là et de ne pas oublier, parce que oui, des négationnistes, il y en a. Non seulement ça, mais il y a une grande montée de l'antisémitisme ici au Québec, en France également, et à plein d'endroits à travers le monde. Et il faut pas oublier qu'il y a encore en ce moment des otages israéliens qui sont aux mains du Hamas et leur famille qui vit des heures absolument terribles. Patrick, merci beaucoup de ta générosité. Merci d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui, et bonne chance pour la suite de la route. Merci. Avec plaisir, et revenons faire de la musique. Ah ouais, la prochaine fois qu'on se parle, c'est pour se parler de musique, c'est promis. Et on va se parler de musique. Absolument. Merci beaucoup d'avoir fait le point sur les incendies à Los Angeles. Merci, Patrick. Merci infiniment, et bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, l'autre jour, à son émission, Richard a fait en direct une dégustation de pizza à l'ananas. Cette semaine, avec Cybèle, on a fait une dégustation en direct du café en canette de Louis Morissette. Alors, pour continuer dans cette lignée, je vais en direct faire une dégustation devant vous de Berry Blossom. C'est un produit québécois de la compagnie Nutri-Fruits. C'est au chocolat noir et au canneberge. Donc, la cerise qui est normalement au milieu du Cherry Blossom, là, dans ce cas-ci, est remplacée par une canneberge. Et attention, mesdames et messieurs, parce que quand je mange du chocolat l'après-midi, je dors pas, puis je deviens extrêmement excitée, parce que je suis très sensible au chocolat et à la caféine. C'est pour ça que l'autre jour, j'ai pas bu de café quand t'as bu du café. Ben oui, mais là, tu te lâches lousse. Je me lâche lousse. Pourquoi? Avec ça? Parce que j'ai, au bout de la ligne, Jean-François Veilleux, qui est président directeur général de Nutrafruits. Donc, bonjour, Monsieur Veilleux. Bonjour, Madame Durocher. Alors, avez-vous peur? Avez-vous peur que j'aime pas ça je sais pas. ou que...
Ben, À je quel veux point pas. êtes-vous confiant là, du produit? Ben, j'ai quand même une certaine confiance, mais en même temps, je veux pas trop vous exciter non plus, là, mais Alors, je vous j'observe. rassure. Hier, il y avait des berry blossoms sur la table de mes collègues du Journal de Montréal. J'en ai volé un à mes collègues, à Rachel, qui est rédactrice en chef. J'en ai volé un, je l'ai mangé hier après-midi, j'ai trouvé ça tellement bon. Je me suis tournée vers Hugo Veilleux, j'ai dit, mon Dieu, c'est donc bien bon cette affaire-là. Invite Monsieur Veilleux à nous en parler. Alors, je vais d'abord croquer dedans, parce que le principe, évidemment, d'un Berry Blossom ou d'un feu RIP Cherry Blossom, c'est l'idée qu'on se cochonne complètement. Oui. Donc, c'est pour ça que Mais c'est là, drôle. C'est donc une fausse première. C'est une fausse première, mais regarde, moi, je suis comme la fille dans Harry Met Sally. Ça m'arrive des fois de faire semblant. On le dira pas. Alors, dites-le pas à personne. OK, donc je la mange en direct, puis pendant que je suis en train de la manger en direct, vous pouvez peut-être nous parler depuis quand ça existe, les Berry Blossom? Absolument. En fait, NutraFruit a créé cet hommage à la Cherry Blossom il y a environ 3 ans. C'est pas pareil, c'est un produit qui se démarque, mais on a été inspiré par la friandise de notre enfance. C'est une canneberge du Québec cultivée dans la région des Bois-Francs, près de Victoriaville, qui est infusée à l'amaretto sans alcool. Chez NutraFruit, on produit aussi des spiritueux sans alcool. Fait qu'on fait un amaretto sans alcool. On infuse la canneberge à l'intérieur. On la nappe d'une glace vanille, un crémage à la vanille, puis on vient enfermer ça dans une petite cabane de chocolat noir, 64% cacao. OK. Et là, ça explose en bouche. Mais là, moi, je suis jalouse. Là, OK. j'aurais Alors, voulu faut que goûter j'explique. bientôt. Là. Il faut que j'explique pourquoi je fais pas partager mon plaisir à Cybèle. Mais ouais, pourquoi? Premièrement, c'est que l'autre jour, toi, t'as bu du café, puis moi, j'en ai pas bu. Alors, t'es en punition. Et la deuxième raison, c'est que nos collègues du Journal de Montréal ont mangé toutes les Berry Blossom. Ah, les maudits. Il en restait juste une. Alors, j'ai des boîtes vides. Attends, Martineau qui s'en vient, qui me les vole. Mais Moi, non, j'ai- c'est des boîtes vides. Moi, j'ai- mon Dieu, il va être Martineau, Moi, j'ai c'est déjà les boîtes texté. vides. Je suis en train de texter l'équipe de vous envoyer une caisse en ce moment. Là. Fait que ça, Non, non, ça non, s'en faut vient. pas. Non, je peux pas. On Non, peut pas non. faire ça, OK? Ben non, ça s'appelle un conflit d'intérêts, puis ça s'appellerait Ah. un pot de vin. Dans ce cas-là, Non. un pot Moi, de j'appelle ça un cerise. plaisir canneberge. partagé. Là, mais- Non, non, non. Non, non. OK. On va se parler quand il y aura personne qui écoute C'est après ça. l'entrevue. Vous là. pouvez le faire, Parfait, mais Sur on on fait les ça. va en ondes, parler. faites pas ça. Alors, Il y a pas de moi, problème. je trouve ça drôlement intéressant parce qu'en ce moment, tout le monde parle, évidemment, de l'importance d'acheter des produits faits ici. Là, c'est important de le mentionner, Monsieur Veilleux. La canneberge, elle est cultivée ici, dans la région des Bois-Francs. Donc, Ouais. on peut vraiment dire, on oublie là, le produit qui a un nom un petit peu semblable. Il reste que c'est une friandise vraiment québécoise avec un petit goût. Tu sais, la canneberge, on le sait à quel point c'est important pour nous. Ouais. C'est vraiment un produit québécois du début jusqu'à la fin, là. Mais en fait, il faut savoir que la canneberge, c'est une industrie forte dans l'agroalimentaire québécoise. Là. On est Oui. au Québec les premiers producteurs de canneberge biologiques au monde. C'est un de nos produits agroalimentaires. Je savais pas absolument. ça. C'est un de nos produits agroalimentaires qui a une des plus grandes forces de frappe à l'exportation. Donc, vraiment, le Canada est reconnu à l'international, le Québec particulièrement, pour la qualité de ses canneberges. On a vraiment un savoir-faire aussi qui date des années 80. Fait qu'il y a vraiment une explosion de production de la canneberge. Puis nous, chez NutraFruit, notre mission, c'était de la décliner avec des propositions un peu différentes, à forte valeur ajoutée. On fait des vinaigrettes, on fait des Berry Blossom, mais on vient, dans le fond, offrir une canneberge, mais revisitée avec différentes recettes, un peu qui se démarquent de ce qu'on trouve. Tu sais, il y a de la canneberge séchée, on en a beaucoup, du jus de canneberge. On l'offre aussi. Et on voulait, en fait, lui redonner ses notes de noblesse, puis l'intégrer vraiment dans l'alimentation, mais aussi un petit peu plus haut de gamme, puis pour destiner aussi à l'exportation. On exporte nous aussi. Là. Alors, je tiens à mentionner, ça coûte 2,99 $ chez IGA. Là, c'est vraiment pas cher. C'est une belle friandise. La raison pour laquelle je voulais vous parler, c'était vraiment évidemment pas juste de parler de ça, mais c'est aussi de l'ensemble de l'importance. À quel point pour vous c'est important quand les Québécois décident, comme ils le font ces jours-ci, de tourner le dos à des produits importés et de se tourner vers des saveurs locales. À quel point pour une entreprise comme la vôtre, à quel point c'est important.
Mais c'est toute la différence du monde. En fait, tu sais, le marché local, pour nous, c'est nos bases, c'est nos assises, c'est fondamental. Faut savoir aussi qu'avec les discussions en lien avec les problèmes tarifaires qui sont, ça peut nous impacter aussi sur certains approvisionnements, pas sur la matière première, pas sur les ingrédients avec lesquels on travaille, mais si on parle de fourniture d'emballage, si on parle, il y a certaines choses qu'on s'approvisionne à l'extérieur, comme toutes les entreprises québécoises, fait qu'on est assujetti quand même à ces taxes-là. Fait que de pouvoir compter sur une économie locale qui est là, qui est au rendez-vous, c'est vraiment... Puis en plus, on a des clients, en l'occurrence IGA pour ce produit-là, mais qui fait une place particulière en ce moment au produit local. Puis ça, il faut quand même reconnaître que nos détaillants en alimentation puis nos grands groupes au Québec, les grandes bannières, font des efforts considérables pour identifier le produit, pour le mettre en valeur, pour lui redonner de la place aussi en circulaire, en tablette. Fait que ça fait une belle différence. Avec toute l'industrie ensemble là, qui se mobilise. Puis le consommateur est au rendez-vous, là, on le voit. Là, nous, on a quintuplé nos ventes de Berry Blossom. Puis ce n'est pas dû exclusivement à l'abandon de l'autre marque. Là. On était en forte progression. Puis on le voit au cours de la dernière semaine. Vraiment, là, dans toutes nos gammes de produits là, qui sont faites ici. Là, on a vraiment un impact. En fait, c'est la conjonction, si je peux me permettre, de trois choses. Premièrement, ce produit-là, bien qu'il existe depuis 3 ans, il y a une recrudescence parce que, évidemment, l'autre produit qui a un nom semblable, le Cherry Blossom, on le sait, la production a cessé. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment, les gens veulent acheter local versus acheter des produits importés. Mais la troisième chose, je dirais, c'est que parce que l'amaretto que vous utilisez est un amaretto sans alcool, ben, c'est aussi, ça tombe bien parce qu'il y a des gens qui ont fait Dry January en janvier et des gens qui font le 28 jours sans alcool en février. Donc, tu sais, on peut se payer de l'amaretto puis j'ai pas de pompette pantoute puis on peut continuer à animer son émission sans être complètement chaud. Absolument. Mais on fabrique, c'est tout nouveau en fait. Ben, ça fait 3 ans qu'on fait le Berry Blossom, mais cet amaretto-là, on vient de le commercialiser aussi. Fait qu'on on rentre en épicerie avec une gamme de spiritueux sans alcool, notamment l'amaretto sans alcool Sober, qui est distribué partout dans les grandes chaînes d'alimentation. C'est vraiment une solution. C'est bluffant. J'aurais aimé être en studio pour vous faire un amaretto sour avec alcool puis sans alcool. Vous viendrez. Ben, ce sera la prochaine fois. Moi, je vais revenir, c'est sûr. Oui, parce que c'est important. Vous seriez bluffé, honnêtement. Oui, mais parce que c'est important de mentionner que vous êtes une entreprise de Québec. Vous nous parlez de Québec en ce moment. Donc, en ce moment, moi, j'adore ça parce que c'est vraiment une valorisation de tout le Québec au complet, où on découvre des talents locaux. C'est juste dommage que ça ait pris, 1, la disparition du Cherry Blossom, 2, l'imposition des tarifs par le monsieur Orange, pour qu'on se dise, hey, tabarnouche, il y a donc ben des bons produits au Québec, mais le résultat, c'est qu'on découvre donc le Berry Blossom. Est-ce que, à un moment donné, vous avez hésité, c'est-à-dire que, bon, Berry Blossom, évidemment, ça ressemble quand même à Cherry. Est-ce que vous avez craint, à un moment donné, que l'autre gang soit fâchée contre votre gang? C'est une bonne question. En fait, c'est toujours un peu délicat. Hein? Nous, on l'a présenté comme un hommage. Fait qu'il a fallu effectivement leur dire que c'était un hommage, puis ils l'ont reconnu. Fait que, c'est bien. Ils ont été de bonne guerre. Oui, ils ont été de bonne guerre. Puis on n'est pas la seule entreprise, mais je vous dirais qu'on est une de celles qui a la chance d'avoir un des plus grands réseaux de distribution. Fait qu'il y a une grande visibilité pour notre Berry Blossom, mais il y a d'autres excellents chocolatiers au Québec, plus locaux, qui font des petits hommages comme ça à ce type de friandises-là. Fait qu'il y en existe près d'une vingtaine au Québec actuellement, des déclinaisons. Oui, mais moi, c'est le vôtre que j'ai goûté. Ben oui, moi aussi. Et donc, j'ai fait semblant que c'était la première fois, mais bon, c'est des fois on ment. Des fois, nous, les femmes, on ment. Merci beaucoup, Jean-François. J'espère qu'il va y avoir une troisième fois. Ouais. Ah ben, peut-être. Les gars aussi, ils mentent. Les gars aussi, ils mentent. On va vérifier ça pendant la pause. On voulait juste vous le rappeler avant que vous partiez, là, juste pour être égalitaire. Là. Pour être égal. Jean-François Veilleux, vous êtes directeur général de NutraFruits. Et puis, bravo pour vos canneberges. Elles sont bien bonnes. Merci. Merci à vous. Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher.
très bientôt, dans quelques jours, du 12 au 23 février, ça va être le tournoi international de hockey Pee-wee. Et il y a bien des gens qui veulent qu'il y ait un certain décorum pendant ce tournoi-là. On va en parler avec Patrick Dom. Il est directeur général du tournoi international de hockey Pee-wee de Québec. Bonjour, Monsieur Dom. Bonjour à vous. Écoutez, moi, je connais pas grand-chose dans le hockey. Je sais que Pee-wee, on parle évidemment des jeunes. Quelle est votre crainte avec le contexte politique en ce moment? Quelle est votre crainte par rapport au tournoi qui commence bientôt? Je veux plutôt utiliser l'expression que j'aime mieux prévenir que guérir. Ah, j'adore. Donc, et puis, écoutez, je pense que on le voit, là, l'émotion est palpable, hein, depuis, surtout depuis quelques jours, depuis une semaine, là, avec ce qui se passe, avec le climat géopolitique entre le Canada et les États-Unis, pardon. Donc, il faut quand même doser un peu tout ça. Et c'est ce qu'on se dit, nous, ici, de dire, bon, oui, c'est un tournoi, puis les enfants ont 11-12 ans, là. Et puis le tournoi est ici depuis 65 ans. Et c'est un rêve pour ces enfants-là qui proviennent de partout à travers la planète. C'est 17 pays, c'est 2200 jeunes qui proviennent de partout et qui viennent vraiment vivre un rêve de se dire, hey, on joue dans le gros amphithéâtre, il y a 10 000 personnes qui vont être là, puis sur les 10 000, il y en a 9 950 qui nous connaissent pas. Ah ouais. Donc, c'est un rêve pour eux qu'on leur fait vivre au tournoi Pee-wee. Et on veut pas briser ce rêve-là. Mais bon, on le voit dans l'élan de protestation un peu qui se passe à travers, bon, oui, les nationales, et même ça va au-delà au basketball, on l'a vu en fin de semaine dernière. Donc, on se dit, les gens de Québec, puis les gens du Québec sont accueillants de façon à 99,9%. Et on voudrait pas briser cela avec ces jeunes-là, puis on voudrait que les gens fassent vraiment la différence entre ce qui se passe présentement entre le Canada et les États-Unis et le sport amateur et des enfants de 12 ans qui viennent tout simplement s'amuser puis passer du bon temps à Québec. En clair, vous demandez de façon préventive, mieux vaut prévenir que guérir, vous disiez, vous demandez de façon préventive qu'on ne eut pas les joueurs, qu'on ne eut pas les hymnes nationaux. C'est une demande qui émane de votre part, mais qui vient également des élus à l'hôtel de ville à Québec. Moi, j'ai un fils qui a 17 ans. J'imagine quand il avait 11 ans, s'il s'était produit, mettons s'il avait chanté joué de la guitare, peu importe, devant 10 000 personnes et qu'il s'était fait huer, je pense qu'il aurait été marqué psychologiquement. Donc, c'est vraiment vous demander qu'on tienne compte de l'âge des enfants et de leur vulnérabilité psychologique. Et aussi du fait qu'ils sont pas responsables, ces enfants-là, de ce qui se passe présentement entre des guerres d'adultes ou peu importe qui est élu de l'autre côté. Et le tournoi est apolitique en tant que tel, et c'est ce qu'on ne veut pas mélanger. Et vous l'avez tellement bien dit qu'à quelque part, si j'imagine un enfant de 12 ans qui va retourner chez lui, dans peu importe qu'il vienne de Chicago, Los Angeles ou de Détroit, puis qui va dire, je suis allé à Québec au tournoi Pee-wee, puis je me suis fait huer. C'est pas ça qu'on veut non plus présenter comme hospitalité des gens de Québec. Je pense qu'il y en a plus que la moitié qui ont voté un pour l'autre, pour contre, et les parents. Et l'autre chose qu'il faut pas oublier non plus, c'est que c'est un moteur économique important pour la ville de Québec, le tournoi Pee-wee. Hein. C'est 18 millions de retombées. Wow! Et il y a environ une quarantaine d'équipes qui proviennent des États-Unis. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire la part des choses entre ce qui se passe d'un côté et le sport amateur. Alors, 18 millions de dollars de retombées pour le tournoi, 40 équipes qui viennent des États-Unis. En fait, vous vous souvenez peut-être il y a quelques années de ça, je pense que c'était Michelle Obama qui commentait quelque chose qu'avait fait le camp républicain et elle avait dit une phrase en anglais, évidemment, « When they go low, we go high ». Quand eux s'abaissent, ben nous, on va s'élever. Je pense que c'est un petit peu ça que vous voudriez qu'on fasse pendant le tournoi. Oui. Oui, ma collègue Cybèle Olivier, journaliste à la recherche, va nous dire un petit peu ce que les gens pensent, nos auditeurs, nos auditrices. Je pense qu'un des commentaires les plus pertinents, c'est de se dire, si les joueurs ne sont pas en âge de voter, est-ce qu'on peut laisser la politique de côté? C'est bon. Pourquoi les adultes viendraient faire de la politique dans un endroit où les gens sont même pas encore en train d'avoir ces réflexions-là nécessairement? Laissez-les donc tranquilles.
Voilà, c'est vrai, c'est un très bon point, parce que c'est vrai qu'à la rigueur, on peut, dans les ligues majeures, dire, bon, ben, vous avez plus de 18 ans, peut-être que vous avez voté pour Monsieur Trump, peut-être pas, mais au moins, on s'adresse à des adultes responsables, en partie ou pas, de ce qui se passe comme politique dans leur pays. À 12 ans, t'as pas voté. Oui, et l'autre chose, à quelque part, que si les gens ont le goût de protester, ben, ils peuvent tout simplement rester assis et ne rien faire, ne rien dire, sans être obligés de huer, tout simplement. Ils sont même pas obligés de les applaudir. Bon, oui, on sait qu'ils vont se faire applaudir, mais ce qu'on dit, c'est, je pense que au niveau de huer un jeune de cet âge-là par rapport à ça, c'est complètement, pour ma part, ridicule. Et comme je dis, il y a une autre façon de protester, c'est juste de rester assis, tout simplement. Oui, mais même ça, même si les gens, honnêtement, Monsieur Dom, là, si les gens restaient assis, ça aussi, ça enverrait quand même un message. On n'a pas besoin de ça. Est-ce qu'on peut juste se concentrer sur le plaisir, la fierté, le rêve, comme vous l'avez si bien dit? Pourquoi est-ce que toujours, on doit mélanger la politique et le sport? C'est un petit peu comme mélanger de... Oui, vas-y, j'ai une petite question pour vous, parce que on a tellement entendu souvent au hockey les parents qui se fâchent, l'agressivité. Non, mais vraiment la violence même. Est-ce que vous avez pas peur que justement les gens qui amènent en plus les questions politiques derrière ça se retrouvent peut-être à être violents ou avoir des propos agressifs? Est-ce que vous l'avez envisagé? Ouais, mais non, sincèrement, c'est pas dans le... C'est pas dans la... Ce que vous rapportez là, ce sont souvent des événements isolés qui se passent dans des arénas de quartier. Là. En tant que tel, personnellement, j'ai jamais vu des choses comme ça arriver au tournoi Pee-Wee. Et je ne pense pas non plus que ça arrive. Je pense que les gens de Québec, les gens du Québec sont assez intelligents pour faire la part des choses. Mais non, par rapport à cette question-là, on n'a pas d'inquiétude, mais pas du tout. Bon, en tout cas, on espère que ça va bien se passer. Moi, je suis ravie de vous avoir parlé et d'avoir découvert à quel point ce tournoi-là est important. Alors, on salue tous les gens de Québec et on salue tous les jeunes joueurs qui vont participer à ce tournoi Pee-Wee. C'est vraiment une belle occasion, en effet, de réaliser ses rêves. Je rappelle que vous appelez Patrick Dom, vous êtes directeur général du tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec, et en espérant que tout le monde se comporte comme il faut du 12 au 23 février. Merci, Monsieur Dom. On vous attend. Merci beaucoup à vous. Merci. Oui. Ah ben oui, je m'imagine très bien, moi, aller assister. Non, c'est parce que vous savez pas, c'est comme une blague ici. Je connais pas beaucoup le sport, mais je connais d'autres affaires. Mais si vous m'invitez aussi gentiment, c'est possible que j'aille faire un tour. Merci, Monsieur Dom. Vous savez comment nous rejoindre. Merci à vous. Ah oui, merci. Bye bye. Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Tous les jeudis, on a la visite de François Charon pour faire une chronique techno pour connaître les toutes dernières nouveautés. Ben, cette semaine, on n'a pas François Charon, mais on a Vincent Paquette, qui est chroniqueur techno lui aussi, et en plus, il est directeur général du site françoischaron.com. Ben, bonjour Vincent. Bonjour Sophie. Ben, écoutez, c'est un plaisir de vous rencontrer, Vincent, d'autant plus que vous allez nous parler aujourd'hui d'une application qui va nous simplifier, en fait, plusieurs applications qui vont nous simplifier la vie en ce moment parce qu'elles peuvent nous dire d'où viennent les produits qu'on a l'intention d'acheter. Alors moi, j'ai envie de vous dire comment ça fonctionne, cette affaire-là. Ben, c'est super simple. On est dans un contexte avec une animosité envers les produits américains. Il y a plusieurs personnes qui cherchent à avoir. On a tout cet élan-là de l'achat local, donc on veut savoir exactement d'où viennent les produits, les compagnies qui sont derrière celles-ci proviennent de quel pays, et forcément, il existe des applications que l'on peut télécharger sur nos téléphones, autant que l'on ait un iPhone ou bien un téléphone Android, des applications que je devrais dire qui sont gratuites, qui, grâce à la caméra de notre téléphone, on va essentiellement numériser, donc scanner les codes barres des 10 produits, et on va être en mesure de savoir une panoplie d'informations. Donc, il y a 5 applications que je vais vous parler. Il y en a 2 qui s'appellent vraiment Made In, puis venez dans la chronique sur françoischaron.com pour vraiment vous assurer de télécharger les bonnes applications. Et celles-ci vont vraiment se concentrer sur l'origine des compagnies qui sont derrière les produits. Donc, dans le cas échéant, je vais scanner, ça va me dire, c'est une compagnie américaine qui est derrière ça. C'est une compagnie chinoise qui est derrière ça. Après, faut pas toujours prendre ça pour du cash non plus. Non. Je me suis amusé à scanner une bière d'Unibrou.
ça me dit que c'est américain. Puis je fais, attends une minute, je fais des recherches, ça appartient à Sleeman. Sleeman, ça appartient à Sapporo. Sapporo, c'est japonais. Donc là, à savoir pourquoi ça me dit que c'est américain. Donc, il y a certains résultats de recherche qui sont peut-être pas nécessairement très pointus. Toujours est-il également qu'il faut prendre en considération que ces applications-là vont pas prendre en considération à savoir si elles ont les manufactures ou si les produits ont été produits ici au Québec. Voilà. On a entendu cette semaine, on a entendu Heinz, on a entendu Lay's qui disait oh, attendez une minute, là, on a des manufactures ici, on a des employés canadiens, des employés québécois, on prend des produits québécois. Ces applications-là ne prendront pas ça en considération. Si je scanne du Heinz, ça va me dire que c'est américain parce que Heinz, c'est américain. Donc, c'est vraiment si on est dans un niveau de boycott très élevé qu'on va peut-être vouloir se dire, ben là, attends une minute, je vais prendre un autre produit, je vais prendre le sélection, je vais prendre vraiment un autre produit que celui qui m'est indiqué par l'application. Après, il y en existe. J'ouvre une parenthèse parce que nous, ici, au 99,5 FM, on est une propriété de Leclerc Communication. Ben, Leclerc, c'est une compagnie québécoise, hein, des gens de Québec, qui font les biscuits Leclerc. Et ça m'a beaucoup fait rigoler cette semaine parce qu'on parlait beaucoup de remplacer des biscuits américains par des biscuits québécois. Et je tiens à le dire, les frères Leclerc ne m'ont pas payé pour dire ceci. Pas plus que Berry Blossom ne m'a payé pour manger leur canneberge. Mais je trouve que c'est important plus on en parle, plus les gens découvrent quels sont les produits québécois. Oui, non, définitivement, il existe une panoplie d'alternatives, effectivement, québécoises. Puis après ça, savoir si ces produits-là sont le mieux pour nous, ben, il existe d'autres applications qui vont nous permettre de savoir quels sont les ingrédients, d'où sont la provenance des ingrédients, pour vraiment, notamment, connaître l'impact environnemental, c'est quoi la provenance de ça, c'est quoi l'indice d'émission de CO2 qui a été mise à travers tout le transport de ces produits-là. Des applications qui sont françaises, avec des noms très français comme ScanUp ou Open Food Fact. Bref, je fais des blagues, mais toujours est-il que, bon, encore une fois, si jamais on a des allergies, si on a des intolérances, ce sont des applications qui vont pouvoir nous aider à faire des choix plus judicieux lorsqu'on va arriver à l'épicerie ou bien à la pharmacie pour tous les produits de nos vies de tous les jours. D'accord. Alors, on me dit à l'oreille que ce n'est plus les frères Leclerc qui font les biscuits, ou peut-être pas. En tout cas, on va le vérifier. Je viens peut-être de dire une grosse bêtise, mais ça venait du fond du cœur. Parce que moi, les petits biscuits, là, avec du chocolat dessus, j'aime beaucoup ça. Je trouve ça très drôle, en effet, que les gens se préoccupent en ce moment d'avoir ces applications qui nous permettent de savoir d'où viennent les produits. Après ça, vous venez de rentrer, Vincent, une autre donnée qui est savoir est-ce que ces produits-là sont bien pour nous? Est-ce que, en effet, l'impact environnemental, ça commence à devenir compliqué en tabarouette faire son épicerie, parce que si moi j'ai besoin d'une app pour savoir est-ce que le produit vient des États-Unis, alors il me dit non, ce produit-là vient des États-Unis, je l'achèterai pas. Oui, mais après j'ai une autre app qui me dit est-ce qu'il y a trop de sucre? Ben peut-être que le produit québécois, il est plus sucré que le produit américain. Peut-être que le produit québécois, son impact environnemental est plus grand. Fait qu'on finit par s'arracher les cheveux. Y a-t-il une application pour ça, pour s'empêcher de s'arracher les cheveux? Si ça existe, je vais te la trouver, puis je vais en reparler, mais après ça, à savoir, effectivement, il faut choisir son combat. Hein. Est-ce qu'on veut boycotter des produits américains? Est-ce qu'on va pouvoir prioriser notre santé? À chacun son combat, puis à chacun aussi à savoir si on a le temps, effectivement, comme tu le dis, d'utiliser toutes ces applications-là pour nous aider. Et je dirais quelque chose aussi d'assez simple, et peut-être que tu m'aimeras pas, Vincent, mais moi, je veux bien toutes ces apps-là, mais en même temps, l'application Made In, tu nous as dit parfois, elle faisait des erreurs. Donc, des fois, la meilleure façon de s'assurer, c'est de faire ses propres recherches. Tu sais, je veux bien une app, là, mais des fois, l'intelligence humaine est pas mal aussi. Il y a un autre sujet dont tu voulais nous parler, Vincent Paquette, c'est des marchands québécois et canadiens qui sont prêts à nous donner des remises en argent quand on achète en ligne. Moi, je suis connue comme étant la gratteuse. Cybelle Olivier m'appelle la gratteuse. Fait que si je peux économiser de l'argent, je suis acheteuse, mon beau Vincent. Alright, ben écoute-moi bien. Dans le fond, essentiellement, encore une fois, toujours dans l'animosité qu'on a envers les Amazon de ce monde, dans ce qu'on a entendu dans les dernières semaines, on a lancé il y a plus de 2 ans, ici à françoischaron.com, un club de remise en argent qui s'appelle le Club Boomerang. C'est un site internet sur lequel tu vas te rendre, ça s'appelle boomerang.club, pas .com, pas .ca, .club, C-L-U-B, qui est essentiellement un site sur lequel tu vas te créer un compte. C'est entièrement gratuit. Tu vas retrouver plus d'une centaine de marchands qui sont prêts à te donner une remise en argent comptant pour des achats que tu vas effectuer sur leur site Internet.
Et dans le lot, il y en a plus d'une 40aine d'entreprises qui sont canadiennes ou bien québécoises qui sont encore là prêtes à te redonner des remises en argent. On peut notamment penser à Aldo qui est prête à donner 4%, Bouclair qui est prête à redonner 3%, wow. Simons qui est prête à redonner 3%, Lolé qui est prête à redonner 4%, L'Expert 4%. Et donc, le principe est simple. On se rend sur le Club Boomerang, je me crée un compte gratuit, je clique sur le lien du marchand qui m'intéresse, Simons par exemple, je vais être redirigé sur le site de Simons, toujours avec un lien qui va me permettre de m'authentifier auprès du Club Boomerang. J'achète pour 100$, dis donc, chez Simons. Je vais recevoir un courriel du club qui me dit « Bravo, ton achat a été enregistré. » Donc, 3% de 100$, ça fait 3$ dans mon compte. Et à mesure qu'on amasse justement cet argent-là, après ça, on peut le retirer via un transfert PayPal ou même par un chèque, un moyen d'obtenir. C'est même François lui-même qui les signe, je le vois, à tous les lundis matins, il y a sa pile de chèques, puis es-tu fier de signer tes chèques-là pour redonner l'argent aux gens qui ont utilisé le Club Boomerang? Alors, j'ai plus d'informations sur les frères Leclerc. Ben là, c'est parce qu'à un moment donné, là, j'ai dit en ondes que les Leclerc, qui étaient propriétaires du 99.5, étaient les mêmes que les biscuits. Alors, voici la précision. C'est la même famille, hein, parce qu'ils s'appellent tous des Leclerc, mais ce sont les oncles et les cousins. Donc, il y en a qui font des biscuits, il y en a qui font de la maudite bonne radio. Dans les deux cas, vous en avez pour votre argent. Voilà. J'ai vu dans tes compagnies qui offraient des escomptes sur boomerang.club qui avait les crocs. As-tu vu les crocs? Ils ont sorti des crocs jaunes pour commandités par les Beatles, des crocs Yellow Submarine, des crocs. Okay. J'en suis pas encore remise. Je pense que je capote complètement. Alors, je sais pas si on peut les acheter sur ton club. Vincent Paquette de françoischaron.com. Ça a été vraiment un plaisir de faire ta connaissance. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Plaisir réciproque, au revoir. Merci à Hugo, merci à Jean-Philippe et merci à toi, ma belle Cybèle. Ben, merci à toi, Sophie. Et à demain. Kid.